Alors les aspects nutritionnels, la spiruline aujourd'hui est une algue qui est extrêmement bien connue, sur laquelle il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'études. Donc là j'ai amené quelques livres parus sur la spiruline, il y en a encore beaucoup d'autres, notamment des thèses de pharmacie, j'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui on connaît parfaitement la spiruline parce que c'est une algue qui a été beaucoup étudiée sur différents aspects nutritionnels, mais aussi thérapeutiques et médicinaux. On peut dire simplement qu'aujourd'hui, au niveau de la classification en France, la spiruline est considérée comme un aliment. Ce n'est pas un médicament, c'est un aliment. Il y a d'autres appellations qui définissent la spiruline. On l'appelle parfois complément alimentaire, dans certaines appellations. Souvent quand elle est sous forme de comprimé ou de gélule, parce que là, effectivement, la présentation est un peu différente. Complément alimentaire, super aliment. Moi, à la rigueur, c'est le terme que j'aime le mieux, parce que je trouve que ça décrit vraiment ce que c'est. Certains l'appellent l'algue de santé de prévention. On peut aussi parler d'un optimiseur physiologique, c'est-à-dire d'un aliment qui aide le corps à fonctionner dans les meilleures conditions. Et en médecine chinoise, maintenant, la spiruline est reconnue, a été intégrée dans la pharmacopée chinoise, ce qui représente une consécration, parce que c'est pas évident d'être intégré dans la pharmacopée chinoise. Et elle est considérée comme un stimulant du qi, c'est-à-dire un stimulant de l'énergie vitale globale de l'organisme. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est un aliment, et que donc on va pouvoir le consommer quotidiennement sans danger, sans risque d'intoxication ou de problèmes particuliers. On peut faire une consommation soit sous forme de cure, de quelques semaines ou quelques mois, soit la prendre au quotidien pendant toute l'année si on en ressent l'envie ou le besoin. Donc dans 5 grammes par jour, c'est-à-dire que les petites paillettes qu'on a vues à la sortie du séchoir, on va prendre l'équivalent d'une cuillère à dessert, d'une cuillère à soupe rase, à peu près 5 grammes. Et dans ces 5 grammes, on va avoir une multitude d'éléments nutritifs intéressants. Pour faire simple, après tout le détail est dans les livres, où il y a la composition, il y a plus de 50 nutriments dans la spiruline, donc c'est quand même assez complet. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a beaucoup de vitamines et d'antioxydants qui ont un rôle protecteur, qui ont un rôle tout à fait intéressant au niveau de l'organisme, sur le fonctionnement et le renouvellement cellulaire. Il y a des acides gras essentiels, notamment des acides gras oméga 6, comme l'acide gamma-linolénique, qui a des effets très intéressants au niveau du système hormonal et du système nerveux, qu'on trouve dans très peu d'aliments. Également des antioxydants puissants comme la superoxyde dismutase, la SOD, qui est présente en grande quantité dans la spiruline. La spiruline est également l'aliment le plus riche au monde en protéines. C'est un record absolu avec 60 à 70% de protéines dans le produit. Tous les acides aminés essentiels sont présents dans la spiruline. Ça permet une croissance harmonieuse, un bon développement musculaire, une accélération de la cicatrisation dans le cas de blessures par exemple, et aussi un bon développement au niveau des cheveux, des ongles, avec des protéines qui sont extrêmement faciles à digérer. L'intérêt de la spiruline, c'est que ça n'est pas vraiment un végétal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parois en cellulose autour des cellules de spiruline, comme dans les végétaux. Ce sont des parois en polysaccharides, c'est-à-dire des sucres qui sont extrêmement faciles à digérer. Donc la totalité du contenu de la spiruline va être digérée sans aucun problème très rapidement par l'organisme et en totalité. Ce qui donne une extrême efficacité des apports liés à la spiruline, que ce soit sur les protéines ou que ce soit sur le fer. On verra après. Donc il y a également des pigments dans la spiruline, il y a la chlorophylle. La chlorophylle, on la trouve dans les végétaux, mais comme je disais tout à l'heure, les végétaux ont des cellules protégées par de la cellulose, ça ne facilite pas donc l'accessibilité. La chlorophylle de la spiruline est extrêmement accessible et donc va permettre de bénéficier de cette chlorophylle qui a un effet régénérateur sur l'organisme. Également, la spiruline contient un pigment bleu qu'on appelle la phycocyanine. Pour ce pigment bleu, on peut l'extraire facilement. Là, j'ai fait l'expérience ici, ça se fait progressivement. Il suffit de mettre quelques paillettes de spiruline dans un petit morceau de filtre à café, et de laisser infuser dans l'eau, et la phycocyanine, le pigment bleu, va passer progressivement en solution dans l'eau. Donc on va le voir progressivement passer dans l'eau. Ça permet de visualiser ce pigment. C'est pour ça que ça fait partie de la famille des algues bleues, la spiruline. Il y a d'autres algues bleues sur la planète, mais la plupart sont toxiques, alors que la spiruline est absolument sans danger. Et elle contient ce pigment bleu qui a des effets très intéressants sur la stimulation du système immunitaire et également sur la détoxification de l'organisme. Ça, c'est vraiment un point fort de la spiruline qu'on ne trouve pas dans les autres aliments et qu'on va trouver avec la spiruline. Donc c'est vraiment une des bonnes raisons de consommer de la spiruline, c'est d'avoir ce pigment bleu qui est extraordinaire. Également, la spiruline est très riche en fer et en vitamine B12. Le fer, donc, on en rajoute dans les bassins. La spiruline va l'absorber. Et du fait qu'elle l'ait absorbé, eh bien, il va être extrêmement facile à assimiler
pour les consommateurs. C'est donc du fer qui est biodisponible et extrêmement efficace, qui permet donc d'augmenter la production des globules rouges, parce que le fer fait partie de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang. Également de lutter contre la fatigue et l'anémie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parmi nos clients de sportifs, notamment de sportifs de très haut niveau, comme ici Sébastien Chéniaud, qui est un des meilleurs mondiaux en ultra-trail, on le voit ici, à l'arrivée du Tour du Mont Blanc, qui est une course de 160 km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif, sans s'arrêter, tout ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans les meilleurs mondiaux et qui choisit la spiruline parce qu'il voit vraiment les effets sur la récupération, sur comment dire, les performances sportives. Donc ça fait pour nous des encouragements. On vérifie toute cette théorie, toutes ces choses qu'on voit dans les livres, on le vérifie dans la pratique. Pour nous, c'est important. Une question, si tu n'ajoutes pas de fer dans l'eau du bassin, la spiruline ne va pas en avoir. Tout à fait. La spiruline ne peut se développer qu'avec les éléments qui sont présents dans les bassins, puisque, hormis le CO2, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'aspect développement durable, hein, le CO2, donc le gaz carbonique qui est présent dans l'atmosphère, dans l'air, va se dissoudre progressivement dans l'eau, hein, puisque l'eau a un pH très élevé, donc elle est demandeuse de dioxyde de carbone en fait. Donc le CO2 de l'air va se dissoudre dans les bassins et va être utilisé, comme dans toutes les plantes, comme la base des molécules organiques. Hein. Le dioxyde de carbone, c'est la base de la vie, hein. C'est pas un polluant, il ne faut pas se rentrer ça dans l'esprit. On en parle comme un gaz à effet de serre. Certes, si on a trop, ça peut poser problème, mais à la base, le CO2, c'est ce qui fait la vie sur Terre. C'est les plantes en absorbant le CO2 qui vont permettre de l'utiliser pour faire toutes les chaînes carbonées qu'on appelle la chimie organique. Hein. Les protéines, les sucres, les lipides, tout est fait à base de carbone. Et donc c'est le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère qui va permettre cette vie. Hein. Pas l'oublier, on a tendance à penser que c'est un polluant. En fait, c'est un gaz extrêmement utile pour la vie, notamment des végétaux. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, donc dans les bassins, effectivement, la spiruline va trouver dans l'eau des éléments minéraux dont elle a besoin. J'ai parlé tout à l'heure du phosphore, du magnésium, du soufre, du fer, des oligo-éléments. Le travail du producteur de spiruline va consister à apporter régulièrement, en quantité juste suffisante, ces éléments de façon à ce que les spirulines aient toutes les choses nécessaires pour être en bonne santé et éventuellement des éléments supplémentaires qu'elles peuvent intégrer de façon à les transmettre après au consommateur. Le fer, c'est vrai que la spiruline n'a pas besoin d'une grande quantité de fer pour vivre normalement, mais si on rajoute un peu plus de fer dans les bassins, eh bien elle va l'absorber volontiers. Et le fait qu'elle se soit enrichie en fer va être un plus pour le consommateur, puisque ce fer assimilable va pouvoir être utilisé justement pour la production d'hémoglobine. Et donc ça fait ça que certaines spirulines, elles n'ont pas toutes le même goût en fait au final, parce qu'on sent qu'il y en a qui sont plus ferreux que d'autres. Alors je ne sais pas si on arrive à sentir le goût du fer, c'est pas forcément évident, mais sur les critères qualitatifs et gustatifs de la spiruline, il y a différents paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le soin qu'on va apporter au milieu de culture, il y a aussi la qualité du pressage, est-ce qu'on a laissé du milieu de culture ou pas. Il y a la vitesse de séchage, les conditions de séchage, est-ce qu'on a fait un séchage rapide, efficace, avec un produit bien sec. Est-ce que le produit est frais ou est-ce qu'il a voyagé dans des cargos pendant des mois et des mois pour arriver jusque-là. Tous ces critères liés à la transformation de la spiruline vont jouer sur le goût, sur les qualités nutritionnelles, sur un certain nombre de choses. Il y a spiruline et spiruline. Toutes les spirulines ne sont pas équivalentes, ni en goût, ni en qualité. Maintenant, donner voilà, le goût du fer, ou le goût du bore, ou le goût du magnésium, c'est assez difficile à attribuer. Je ne pense pas que ça puisse être un critère qu'on peut estimer par le goût. On l'estime par contre très bien avec des analyses qui sont faites en cherchant les analyses de fer, on voit la teneur en fer du produit. Mais en effet, il y a des spirulines qui ont des goûts différents en fonction des conditions de production. Ça répond à la question. Alors, qui sont les consommateurs de spiruline, hein, donc, on disait tout à l'heure, hein, il y a une production mondiale qui est de l'ordre de 15 000 tonnes, hein, bon, c'est quand même pas négligeable, hein, c'est essentiellement destiné à la consommation humaine. En France, une installation comme la mienne va produire à peu près 5 à 600 kg de spiruline par an. On estime que la production française, globalement, doit être à peu près aux alentours de 20 à 30 tonnes par an sur le marché français. Cette production française représente moins de 50% de la consommation nationale française de spiruline. Une grande partie qui est issue de productions étrangères qui donc sont importées en France. Alors parmi donc, les centaines de milliers de consommateurs français de spiruline, eh bien, on trouve un petit peu tous les profils de personnes. Hein. Au niveau de l'âge, eh bien, la spiruline est utilisable de l'enfance à la tombe, avant la tombe de préférence. En tout cas, à partir de 3 mois, on peut commencer à manger de la spiruline, et puis il n'y a pas de limite d'âge. Hein.
J'allais dire, même chez les seniors, c'est encore un aliment encore plus intéressant parce qu'il est extrêmement facile à digérer. Or, avec l'âge, les fonctions digestives ont tendance à diminuer, donc la spiruline est extrêmement intéressante aussi pour les seniors. On trouve beaucoup d'amateurs de produits naturels. On trouve des végétariens et des végétaliens qui sont très intéressés par la spiruline pour le faire, pour notamment la vitamine B12 et les protéines, qui sont extrêmement intéressantes pour eux. Et également les gens qui sont à la recherche d'un bon équilibre alimentaire et qui cherchent des solutions naturelles, loin des médicaments, loin des produits pharmaceutiques. Ils trouvent avec la spiruline un aliment qui est extrêmement intéressant. Également donc des sportifs qui trouvent un aliment de performance. Et des étudiants, là, donc j'avais prévu un petit topo spécial pour les étudiants, qui sont venus nombreux aujourd'hui, donc je les remercie. Alors pour les étudiants, et pour tout le monde d'ailleurs, dans la spiruline, on va trouver des acides aminés essentiels et des vitamines qui sont particulièrement intéressantes dans le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Donc on a la vitamine B5 par exemple, qui est un précurseur d'un neurotransmetteur et qui va permettre d'améliorer la mémoire. Sur notre blog Planète Spiruline, on a fait justement un article spécial sur la spiruline et les étudiants pour voir justement l'intérêt de la spiruline dans le cadre d'un effort intellectuel, qui est presque un effort sportif aussi, mais au niveau du cerveau. Et de voir comment la spiruline intervient dans ces phénomènes. On a un acide aminé qui s'appelle la leucine, qui stimule les fonctions cérébrales, le tryptophane, qui favorise le sommeil, améliore l'assimilation des vitamines B, et la valine, qui est un stimulant naturel des capacités mentales et physiques. Rien que sur ces aspects-là, c'est intéressant pour des étudiants de s'intéresser à la spiruline parce que ça va leur donner un petit plus au niveau du fonctionnement global de leur cerveau. Ça, c'était les aspects nutritionnels. On peut retrouver beaucoup plus de détails dans les livres ou sur Internet.